Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Fin de saison d'Euroleague, la saison s'est terminée, on va bientôt attaquer les playoffs le 25 avril, mais avant ça, petite preview déjà pour s'intéresser aux séries, au match-up de ces playoffs, et on va également s'intéresser au parcours de Monaco. Quel parcours pour Monaco, pour ces playoffs et potentiellement ce Final Four. On va voir ça tout de suite. Avant ça, on est au 6 rue Aubert au RVB Space à Saint-Denis, qui est un espace de travail avec bureau partagé. Donc si vous avez besoin d'un endroit pour vous poser, c'est ici que ça se passe. Espace de travail très agréable, environnement créatif et avant tout fait par des indépendants, pour des indépendants, c'est ici que ça se passe. Gabriel, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien, je suis très heureux d'être encore une fois ici à RVB avec toi pour parler Euroleague. Ça fait Merci un petit moment que, merci à eux effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé ou que voilà, on était un peu en train de ronger notre frein, se disant bon, la saison régulière c'est quand même très bien, mais là c'est le gratin quoi. Là c'est le vrai sport. On attend toute l'année. Hein, là c'est le vrai basket. Le vrai basket. Donc voilà. Et c'est ça. Donc là, la saison s'est terminée au moment où on vous parle hier, donc le vendredi 14 avril. C'est ça. Donc c'est tout frais dans nos têtes et on est assez hype pour ne rien vous cacher. On est très hype par ces playoffs. C'est clair. On va commencer déjà par débriefer un peu la saison. L'Olympiakos finit premier. Ouais. 24 victoires, 10 défaites, logiquement. En vrai, ils n'ont jamais été inquiétés de toute la saison. Non. Ils ont toujours été Ils ont perdu 2 fois contre Monaco. Oui. Aller-retour. C'est vrai. À préciser, on en reparlera. À noter. Effectivement, ensuite suit le Barça et le Real à égalité avec 23 victoires, 11 défaites. Monaco, qui finit 5e, donc 4e, pardon. Quatrième qui finit 4e avec 21 victoires et 13 défaites. C'est ça. Dont 2 défaites de suite là, sur les 2 derniers matchs contre FS et Partizan. Ouais. Attention. Suivi du Maccabi, 20 victoires, 14 défaites, qui ont gagné leur dernier match contre le Real Madrid. C'est ça. Ce qui est à souligner. Suivi du Partizan, au même bilan, avec 20 victoires, 14 défaites. Sur une belle série là récemment. Exactement. Le Zalgiris, qui s'en sort de pas grand-chose, 19 victoires, 15 défaites. Et pour finir, le Fener en 8e, avec 19 victoires et 15 défaites. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des surprises dans ce classement pour toi ? Surprise, pour moi le top 3, on savait plus ou moins que ça bougerait pas entre Olympiakos et les deux cadors espagnols. Ouais. On savait que on n'est pas trop étonné de les voir un top 3 assez logique au vu de la saison et qui n'a pas vraiment bougé. Les 3 ont quasiment été top 3 toute la saison en fait, toute la saison régulière. Surprise, Kaunas, je dirais pas surprise, surprise par rapport à l'année dernière, peut-être qu'on s'y attendait pas à ce qu'ils soient en play-off, mais au vu de la saison qu'ils fait, c'est mérité leur accession en play-off cette année. C'est ça, ils sont constants dans leur saison. C'est ça, ils ont fait une vraie saison sérieuse, vraiment cool. Et pour moi, il y a quand même le Partizan, parce que le Partizan, ils font un début de saison dramatique, je sais pas, on a peut-être été un peu dur, c'est juste qu'on avait peut-être beaucoup trop d'attentes. Oui, c'est ça, mais du coup... Ils ont un peu été durs au démarrage. Et au final, ils finissent top 5. Top 6, ils sont juste derrière au goal average, ils sont juste derrière le Maccabi. Ouais. Mais bon, voilà quoi. On s'était fait des films, on s'est dit waouh, Monaco Partizan. Non, c'était pas Imagine parce que c'était affiché comme ça au moment où on l'a regardé. C'était pas sûr quoi. J'aurais fait un AVC à chaque match, voilà. Thibaut a failli faire des cauchemars hier. J'ai fait des cauchemars et ce matin j'ai fait Mathias, trop bien. Ouais, voilà, Mathias Le Sort, le retour. Bref. Ouais, effectivement. Alors, ce qui nous donne pour le coup au niveau des match-up. Oui. On va donc avoir le droit, c'est un peu comme en NBA, comme en NBA, le premier affronte le 8e, le deuxième le 7e et ainsi de suite, voilà, jusqu'à avoir les 2 qui sont collés, 4 et 5. C'est ça. Olympiakos, Fenerbahçe, Real Madrid, Partizan Belgrade, Barça contre le Zalgiris Kaunas. Oui. Et Monaco Maccabi. Et Monaco Maccabi qu'on débriefera après. On va analyser plus en détail cette série évidemment parce que forcément on met en avant Monaco. Pas seulement parce que j'adore cette équipe. Première nouvelle. Mais ouais. Voilà, on va aussi se demander quel parcours potentiel pourra faire Monaco aussi en fonction du chemin et des équipes qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure.
Je te propose qu'on s'intéresse tout de suite à la première série, qui pour moi est la moins intéressante. Je te propose qu'on parle. Laquelle tu commences. Je te propose qu'on parle du Barça contre le Žalgiris Kaunas. Pour moi, c'est la moins intéressante. Moins intéressante, peut-être. Je vois ce que tu veux dire. En tout cas, la plus déséquilibrée. Oui, la plus déséquilibrée, parce que c'est vrai que là, on a un équilibre sur toutes les match-ups. C'est les un truc trois de autres, fou, c'est chaud. Hein. C'est très chaud dur. patate, Alors forcément, il y a des favoris et tout, mais en soi, tout peut se passer. Alors c'est le basket, donc tout peut se passer. Et bon, le Barça est archi favori. Je pense qu'il n'y a pas de secret là-dessus. Hein. Ouais, enfin, je vois pas. En fait. Alors, pour chaque série, on va donner un peu nos pronostics, qui on voit favori, qui on voit passer, et un point qu'on va retenir sur cette série. Mais si tu veux nous parler un peu de la série avant, tu peux aussi nous faire un vite résumé de ce qui pourrait se passer. Moi, mon point, en fait, c'est... En fait, collectivement, Kaunas peut poser des problèmes au Barça collectivement. C'est-à-dire que le Barça, on sait très bien, il y a des matchs où ils ont du mal à se mettre en route, machin. Ils mettent un peu plus de temps à se mettre en route, en fait. Et une personne en particulier, oui, mais je vais revenir dessus. On va en parler vite fait aussi après. Mais en fait, là où donc ils peuvent les prendre par surprise s'ils leur rentrent dedans dès le début. Et justement, le point sur lequel je vais le plus me pencher pendant cette série, qui est comme tu dis la plus déséquilibrée sur le papier, c'est Kaunas peut créer l'exploit seulement, et si seulement, j'ai envie de dire, et encore c'est même pas sûr. En fait, s'ils veulent créer l'exploit, il va falloir qu'ils rentrent dans la gueule du Barça. Il va falloir qu'ils imposent une dimension physique de dureté, ce que le Barça déteste. On sait que Mirotic, quand tu commences à jouer des coudes un peu et tout, bon, c'est plus le même joueur. D'ailleurs, c'est un peu le cas pour tout le monde, même Satoranski et la Provitola. Donc pour moi, c'est vraiment le point sur lequel je vais me focus le plus. Et sur cette série. Pour l'historique, sur cette saison, la match-up Barça-Žalgiris, on est à une victoire et une défaite. Hein. C'est ça. Donc bilan assez égal, assez équilibré pour le coup. Donc on verra ce que ça donne en play-off. J'imagine que le Barça va monter d'un cran aussi au niveau en termes de niveau de jeu. On est en droit de s'attendre à ça. L'année dernière, c'est ce qui leur a fait défaut justement, la dureté. Ouais, et c'est là où du coup ils ont galéré. Ouais, et en plus ils avaient galéré au premier tour contre Bayern en laissant un peu le Bayern s'installer et machin. Et ils ont eu une série relevée alors que justement l'année dernière on disait que pareil, la série Barça-Bayern serait emballée c'est pesé. Le Barça passe 2-0 quoi. 3-2. 3-0 pardon. En fait 3-2, ils sont allés jusqu'au bout de la série. C'est clair. Donc voilà, donc à suivre quand même. Toi, quel point tu vas retenir? Alors moi déjà, je mets le Barça en avant. Forcément, je vois 3-0. 3-0 dans le cas où un certain Nikola Mirotic se sort les doigts des fesses. Parce qu'il nous fait une saison en deçà des attentes. Il est MVP l'année dernière. Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Là, il est à un point de moins, une passe de moins. Enfin, en gros, toutes les stats sont en baisse. Les pourcentages sont beaucoup moins bons. Et justement, contre les équipes qui sont dures, comme le Žalgiris peut jouer, et avec une vraie atmosphère collective, il va falloir que ce mec-là se sorte les doigts. Tu attends une grande série. Il va falloir que Mirotic fasse une grande série, parce que le duo Satoranski-Veseli, moi, j'ai aucun souci avec. Ça a roulé pendant toute la saison. Avec la Provitola. Moi, c'est Mirotic, pour moi, le facteur X, là-dessus. Okay. C'est clair. Même s'il est pas bon, je vois le Barça passer. Oui. Mais si on veut un upset complet, un sweep complet, pour utiliser ce terme-là, il faut que Mirotic ait grand soir. Ouais, je suis totalement d'accord. Donc à suivre quand même, ça va quand même être une série intéressante, même si bon, après sur le papier, c'est le plus équilibré. Ensuite, de quelle série on parle? Olympiakos, Fenerbahçe. Ça me met des étoiles, j'ai les oreilles qui bourdonnent. Ça chante, ouais. Ça chantonne. T'entends des chants grecs ou les deux, parce que là, dans le genre ambiance, parce que tu vois, on parlait du Barça vite fait. Oui. On va avoir un match avec Kaunas de play-off et ça, rien que ça. Voilà. Bref, revenons à Olympiakos. Alors pour l'historique, on est à 2 victoires pour l'Olympiakos cette saison, contre le Fenerbahçe. Voilà, je crois d'ailleurs que sur ces match-up là de play-off, c'est la seule série où il y a une des deux équipes qui a 2 victoires contre l'autre. Exactement. Très intéressant, très équilibré. Ouais, et c'est clair. Alors après, qui tu verrais passer? Moi, qui je vois passer sur le papier, et encore une fois, vous allez dire, il se mouille pas trop, mais alors, l'Olympiakos doit passer.
Je veux dire, Alors, c'est même pas qu'ils peuvent, c'est qu'ils doivent. Oui, c'est ça. C'est que l'Olympiakos doit passer. Ils se sont pris un coup d'enclume sur la tête l'année dernière avec. Buzzer beater de Misic voilà, sur Vezenkov, game winner, en demi-finale. En demi-finale du Final Four, exactement. Je pense qu'ils ont la rage. Et ils nous l'ont montré cette saison. Bah, il y en a un qui veut se racheter, surtout, je pense. Vezenkov. Ouais. Pas que, hein, mais bon, bref. Surtout lui. Voilà. Donc, moi, je mets l'Olympiakos. L'Olympiakos doit gagner. Voilà. Vu la saison qu'ils font, etc., ils doivent gagner. Après, c'est tellement équilibré que. En fait, moi, comme. J'ai décidé de me focus. À noter que Will Bekin est out depuis le 21 mars. Il n'a pas joué un match en Euroleague. Et on n'a pas d'update. Enfin, nous, on ne les a pas en tout cas. Si vous avez l'info, on est preneur. En commentaire, carrément. Mais pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de Scotty. Hein. Après, ils ont du Dorsey, ils ont du Carson Edwards, ils peuvent bricoler. Nicalates. Oui, c'est plus que du. Non, je confonds avec le Maccabi, c'est n'importe quoi. Carson Edwards. Dorsey, c'est. Dorsey, c'est Fener. Ah, c'est Fener. Oui, mais du coup, c'est Carson Edwards qui est au Fener. Il me semble. Bref. En tout cas, moi je vois l'Olympiakos passer et le point sur lequel je vais le plus me focus, c'est la bataille des bancs en fait. Parce que sur le papier, les 5 majeurs, c'est difficile de donner un avantage à une équipe ou une autre. Les 2 équipes sont très bien coachées. C'est bien Carson Edwards. Et justement, en fait, Carson Edwards qui d'habitude est plutôt sur le banc avec Will Bekin en titulaire. Là, du coup, si Will Bekin ne joue pas, pour moi, Carson Edwards va être titulaire, à moins que ça bricole autrement. Pour moi, ce sera Dorsey Calates. Oui, mais je veux dire, en gros, Carson Edwards va être en mode tout le temps avec. S'il y en a un des 2 qui sort que tu viens de dire, Carson Edwards va être là. Il aura plus son rôle, encore plus un rôle de 6e homme, plutôt que vraiment gérer un peu la seconde unité, tu vois. Donc bataille des bancs. Bataille des bancs pour moi, parce qu'en fait, j'ai l'impression que cette match-up est tellement équilibrée que le facteur X sera soit un seul mec qui sort du banc pour une des 2 équipes, soit 2-3 mecs, enfin le banc de manière globale d'une des 2 équipes qui va permettre à son équipe de prendre l'avantage et c'est ça qui va décider de la série en fait, J'ai l'impression. Moi j'ai pas exactement la même analyse, alors je vois l'Olympiakos passer 3 victoires et 2 défaites. Ouais. Je vois quand même une série serrée évidemment parce que on est sur... Pardon. Oui. Mais on est sur 2 équipes de fous qui s'annulent presque quand tu vois les effectifs. Alors sur le papier c'est différent. C'est pareil, il a les ambiances. Voilà. Sur le papier c'est comme ça, dans les faits c'est différent. Moi pour moi le facteur X ça va être la bataille à l'intérieur entre Motley Booker et Vezenkov Mousfal. Ouais, mais alors oui. Parce que pour moi tes extérieurs ça va être compliqué, tout le monde peut défendre un peu. Thomas Walkup va avoir un gros taf à faire sur les Nicalates, sur les Dorsey. S'annuler, je pense. Kanan, McKissick, tout ça va falloir défendre Larenzakis. Ouais, c'est clair. Ouais. Et de l'autre côté, c'est sérieux aussi en défense. En fait, attention. C'est pour ça que je te parlais des bancs. C'est que j'ai aussi l'impression que l'Olympiakos a une meilleure profondeur. Ah oui, mais c'est clair et net. Donc c'est pour ça. C'est clair et net. Et effectivement, il va falloir que le banc de l'Olympiakos passe à un step supérieur par rapport à celui du Fener. Mais sur le papier, ils sont déjà un cran au-dessus. Un cran au-dessus, mais dans les faits, il va falloir que ce soit le cas. Et non, pour moi, c'est l'intérieur parce que c'est vraiment là où tu es le plus dominant en fait. C'est-à-dire que des 2 côtés. Donc tu as Motley qui est exceptionnel de sa vie. Et de l'autre côté, tu as Mousfal et Vezenkov. Va falloir un gros taf de ces 2-là en défense sur Motley. Ah oui, et inversement, Motley va falloir aller au charbon sur Vezenkov. Et c'est pour ça que je te parlais des bancs parce que en fait, les profils, on sait très bien que c'est des profils tellement différents dans les 2 raquettes. Que s'il y en a un, on connaît ces séries de playoffs où en gros tu te dis ok, toi t'es super fort comme joueur, mais en fait sur cette série tu ne peux pas jouer parce que tu vas te faire cibler, parce que tu. Est-ce que Mousfal, tu vois, si ça joue un peu small ball niveau Fenerbahçe. Devin Booker, Motley, c'est très small ball pour Mousfal. C'est ça. Et donc du coup. Les coachs vont être. Oui, non, ça marche dans les deux sens, c'est pour ça que je dis ça. Et les coachs vont devoir bricoler et avec le banc. C'est pour ça que pour moi je retiens ces. Parce que attention au tall ball de l'Olympiakos, Papanicolaou, Vezenkov, Mousfal. Oui, c'est ça. Et en gros, si tu veux, ton seul guard, ça peut être McKissic, quoi. McKissic, ça va être ton. Oui, il va être arrière à côté de Thomas Walkup et là, t'as un tall ball de malade. Même si tu veux vraiment faire tall ball, tu mets McKissic presque en 1. Non. Et après,
sur des séquences. C'est ça que j'aime dans les playoffs aussi, c'est qu'il y a un peu d'expérimentation, tu vois. Je suis pas sûr que Barzokas soit très fan de mecs qui stick en 1. Mais... Moi j'aime bien les expériences en playoffs, justement, les mecs qui tentent des coups sur 3 minutes. Et duel de minutes. coach surtout, parce qu'on a Itoudis Barzokas, coach grec. Oui. Donc à suivre. À suivre. Série suivante la suivante. La série. Je pense que, à part la dernière dont on va parler, pour moi, mais effectivement, objectivement, Real Partizan, mais que demande le peuple? Le poulet. Ah là, c'est. Le poulet, c'est quoi ce poulet? Ouais, c'est ça. Là, Futur va pleurer. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'on voit pour Real Partizan? On l'a dit, le Real c'est la plus dure pour moi à pronostiquer, effectivement. Real qui a été dans ses gammes toute la saison et le Partizan qui a démarré un peu en couille et qui est revenu très très fort, presque top 5. Et t'as une équipe historique qui revient en play-off avec son public qu'on connaît, avec une équipe de mort de faim. Ils ont une identité. C'est ça. Et d'un autre côté, t'as l'équipe Euroleague par excellence qui connaît le chemin. Ils rentrent du taf le soir. Oui, bien sûr, c'est la route de la maison. C'est ça. Donc, avec l'expérience et tout, je vais peut-être là plus me mouiller sur celle-là, je vais dire Partizan. Ok. Je vais dire Partizan. Pourquoi? Parce que... Quel facteur? Alors, en fait, la match-up, tu vois, on parlait juste avant avec Mousfal qui va peut-être, entre guillemets, pas pouvoir jouer cette série. Le duel Tavares le sort. C'est-à-dire qu'en fait... Celui qui va dominer l'autre, parce qu'il y en a, en fait, pour moi, ils vont pas s'annuler. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dominer l'autre, forcément. Et que ce soit, donc Tavares, vous savez, par la taille, par machin, et Mathias par tout ce qui est Mathias, c'est-à-dire l'énergie, être mobile, écarté, etc. Impactant, dur, moteur, il joue de la première à la 40e de la même manière, voilà. Et donc, en fait, pour moi, il y a un mec qui va dominer cette match-up directe. À savoir qui, du coup? À savoir qui. Et c'est ça qui va faire pencher la balance. Ouais. La balance, pardon. Waouh. Il n'y a pas de souci. Et je pense que le sort il fait une saison, Mathias. On en parle comme d'un potentiel MVP, en fait, Mathias Le Sort. Donc, il fait la saison de sa vie. Il a besoin de rajouter quelque chose à ça. Je crois qu'il peut détruire, pas lui tout seul évidemment le Real, il pourra pas le détruire à lui tout seul, mais il pourra détruire peut-être Tavares et derrière. Si tu détruis Tavares, il y a de fortes chances que tu détruises le Real pour le coup. C'est ça. Écoute, je suis plus ou moins d'accord. Alors il y avait effectivement cette match-up entre ces deux grands gags exceptionnels, mais de manière générale, c'est qui va arrêter qui en fait en premier, qui va annuler qui. Pour moi, ça va être la défense parce qu'offensivement, les deux sont beaucoup trop forts. En défense, petit avantage Real quand même. Petit avantage Real, mais les deux sont moins forts défensivement qu'offensivement. Oui, je suis d'accord. Et justement, c'est qui va arriver à step up défensivement pour arrêter l'autre, parce que offensivement, les deux s'annulent. Très clairement, les deux s'annulent. Oui, on est sur deux des meilleures attaques de la compète, donc oui. Et t'as aussi, encore une fois, je rebondis sur la série d'avant, mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait, si en fait, par exemple, le Real ne peut pas suivre le small ball du Partizan ou que le Partizan ne peut pas suivre le tall ball du Real, parce que le Real, c'est pareil, en fait, ils peuvent faire un 5 où en fait, c'est Ezoniel le porteur de balle, bien sûr, que des ailiers, ou Moussa d'ailleurs, que des ailiers et après Tavares, tu peux faire par séquence Tavares, Yabusele, voilà. En soi, déjà même Sergio Llull en porteur de balle, c'est du tall ball parce que c'est plus un arrière. Oui, mais après tall ball pour moi c'est aussi un mec qui peut défendre. Oui. Voilà. J'adore Sergio. Gratuit. Mais non, c'est pas l'insulter que de dire que c'est pas un grand défenseur. Non, ça je pense que tout le monde le sait, c'est pas un secret. Ok, et du coup, moi je vois quand même le Real passer 3-2. Avantage au Real quand même. Pour respecter la saison, alors il faut noter quand même qu'on est sur du 1 partout pareil. Oui, en saison régulière. C'est ça. Eh bien écoute, on va passer à la dernière série, Cocorico, plus ou moins. Oui. On est pour Monaco. On va pas se cacher. Lui, il est fan, moi je le suis pas, mais bon, on est pour la France. Monaco, Maccabi, le 4e contre le 5e. Potentiellement, alors dans les faits, c'est quand même le Real Partizan, la série la plus pépite.
Oui, puis même la plus serrée. Enfin, Mais alors, Olympiakos-Fener, c'est serré. La série Monaco-Maccabi est serrée. Après, pour moi, ça reste quand même Real Partizan la plus serrée. Mais c'est vrai que normalement, c'est plutôt la série 4 contre 5 qui est la plus relevée. Alors, avant de parler de la série en elle-même, petit débrief de la saison de Monaco en quelques mots. Qu'est-ce que tu as retenu globalement de cette saison, les plus, les moins, ce qui s'est passé? Est-ce que tu es satisfait de l'endroit où se trouve Monaco par rapport aux attentes? Oui, ils sont là où on espérait qu'ils seraient. Top 5. Ce qui est déjà une case de cocher. Il y a eu un moment où on se demandait s'ils ne pouvaient pas passer top 3. Oui. Et en fait, ça non. Ne s'est pas fait. Et en fait, je pense que le fait que Mike James soit entre guillemets écarté du groupe là, un peu mis au frigo. T'as redonné une dynamique. Alors, t'as redonné une dynamique parce que t'as une vie de groupe sans lui qui s'est refaite. Et lui, enfin, c'est. En fait, c'est presque comme si t'avais rajouté un joueur à ton groupe en fin de saison, en fait. Parce que tout le monde a repris ses petits automatismes sans lui. Oui, et puis lui, là il va avoir la. Ah oui. Non, mais c'est ça, c'est comme si t'avais ajouté un nouveau. Ouais. En fait, c'est comme si t'avais joué ta saison sans Mike James, vu ce qui s'est passé en fin de saison. T'as joué un tiers de ta saison sans Mike James. Oui, non, mais dans la tête des joueurs et dans la dynamique de groupe, c'est comme si t'avais joué sans lui, parce que la fin de saison était très importante pour Monaco et ils ont fait sans lui. Donc ça fait comme si tu n'avais pas joué avec Mike James sur ta saison, globalement, dans la tête des gens, et ça fait « Oh tiens, il y a un mec comme Mike James qui est ajouté au groupe ». Ouais, c'est ça. Il y a un peu et il connaît déjà le groupe. Il y a un peu ce côté-là de l'équipe marche très bien, t'as mis ta star au frigo un mois, pour qu'il réfléchisse un mois et demi, pour qu'il redevienne… Introspection. Voilà, c'est ça, merci. Et après, tu le rajoutes, donc l'équipe tourne bien. Plus tu rajoutes un joueur exceptionnel qui va avoir la dalle comme ça, puis qui vit pour ses moments, je veux dire. L'autre. On l'a déjà vu pendant la saison, on l'a vu l'année dernière en play-off aussi contre Olympiakos. C'était ton pronostic? Mon pronostic, je vois Monaco passer évidemment 3-2 contre le Maccabi. Ok. Pourquoi sur quoi tu vas te concentrer? La clé, Mike James. Oui. On vient d'en parler. Puis là, personne ne peut rien dire là. Je pense que s'il y a des gens qui sont pas d'accord, j'aimerais bien savoir pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Alors moi, ma clé, c'est pas ça, mais évidemment, ça en fait. Non, mais c'est la clé. C'est le facteur X. Voilà, c'est Mike James. Tout va dépendre de lui, je pense, honnêtement. Beaucoup de choses, en tout cas, notamment sur la réussite offensive. Oui, et par contre, la clé, ça va être les grosses défenses sur les extérieurs et ce qui est proposé par tes extérieurs. Je parle de Monaco, donc les Alpha Diallo, Jordan Lloyd, Yacouba Ouattara. C'est très intéressant. Et parce que les Lorenzo Brown, Wade Baldwin, etc., il va falloir les serrer fort parce que c'est des joueurs offensivement exceptionnels et défensivement, ils sont pas en reste. Non. Mais pour moi, ça va passer par la défense sur ces joueurs-là. Ok. C'est hyper intéressant parce que tu viens de parler des extérieurs. Moi, c'est la raquette. Toi, t'es à l'intérieur. En fait, alors Mike James, c'est évidemment le premier point. Si Mike James fait une mauvaise série, je vois pas comment Monaco. Si Mike James passe à côté de sa série, Monaco ne peut pas passer. Enfin, j'ai beaucoup de mal. J'aimerais beaucoup voir du coup comment il se démerderait pour passer, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Mais donc Mike James en point numéro 1, effectivement la défense sur les deux gros stars que sont Baldwin et Brown et Lorenzo Brown va être primordiale. D'ailleurs on a les retrouvailles Lorenzo Brown, John Brown. C'est ça, et justement en fait je me dis, alors John Brown je le mets un peu à part parce que c'est vraiment… Plus pour l'intérieur. Pour le coup, il peut prendre des extérieurs. Moi j'ai dit la raquette de Monaco, enfin les intérieurs, mais je l'ai pas compté dedans. Pour moi c'est vraiment plus les postes 5. Enfin lui aussi, mais plus en fait. Si Motiyoun, Mike James évidemment, premier point, mais si Mike James fait ne serait-ce qu'une bonne série, 15 points, 5 passes. C'est ça. C'est du sans Mike James trop de correct. pertes de balles et un peu clutch. C'est ça, en se mettant un peu le cul par terre en défense sur des séquences. Et qu'en plus, Motiyounas et Hall font une bonne série et dominent la raquette. Parce que le Sun Game aussi. Maccabi, pour le coup, la raquette est pas… Elle est pas folle du tout. Josh Nebo en 4, qui est même plus un ailier de base. Oui, après il joue vraiment 4, mais oui. Après il joue vraiment 4 parce qu'il a du jump et il est costaud. Si Motiyounas et Hall dominent la raquette adverse, en fait, alors, même, tu vois, je viens de parler de Mike James, mais même au-delà de Mike James, je pense que si Motiyounas et Hall
domine la raquette du Maccabi, Monaco ne peut pas perdre. Oui. Enfin, peut perdre des matchs, mais ne peut pas perdre la série. Voilà, perdre la série. Alors oui, mais en fait c'est un mix de tout ça au final parce Bien que sûr, mais là on retient qu'un point à chaque fois. Oui, c'est ça, exactement. Mais globalement, ce qu'il faut retenir du coup de ce qu'on vient de dire, c'est que il faut que ça passe par une grosse série de tes intérieurs pour Monaco et une grosse défense parce que si tes intérieurs dominent mais qu'à l'extérieur tu te fais défoncer, les autres ils sont capables de te gagner une série à 2 les deux. Là. Et aussi, justement, pour reparler de Mike James, l'impact de Motiejunas et Hall offensivement surtout va dépendre de Mike James en fait. C'est clair. De comment il va les fournir, de comment il va les servir, de s'il veut déjà les servir et comment... Le rythme qu'il va mettre, s'il veut prendre plus son temps en ISO sur demi-terrain. C'est ça, et s'il veut vraiment les faire jouer sur pic, ou alors... voilà, on sait qu'avec Hall, ils ont une connexion complètement folle. Oui, parce que les deux peuvent courir et les deux peuvent faire du demi-terrain. Là où c'est plus compliqué avec Motiejunas, qui a plus de mal à courir. Oui, puis Motiejunas, il peut être bon sur pick and roll, mais il faut lui donner en bas. Mais en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont une alternance. T'as deux options. S'ils sont à niveau, et surtout que Motiejunas, on l'a beaucoup taclé en début de saison, parce qu'il vient de débuter au Qatar, à juste titre. Et moi, je disais, oui, mais c'est un joueur d'expérience qui commence à vieillir, faut lui laisser le temps, qu'il se mette en route, là, etc. Il s'est mis en route bien. Correctement. Voilà. Comme il a démarré le diesel, quoi. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'il va passer la 3e ? Bah, j'aimerais bien. Si Motiejunas fait une série en 13 points, 6 rebonds, je vois pas comment Monaco ne peut pas passer, en fait. Je suis d'accord. Parce que Donta Hall, certes, je le compte dans l'équation, mais Donta Hall, t'es rarement déçu par Donta Hall. C'est une sécurité. Ça a dû arriver quelques fois, mais surtout cette saison, j'ai rarement été déçu par Donta Hall. Donta Hall t'apporte une forme de sécurité, comme John Brown en fait, dans un autre registre. Hein. Mais en fait, c'est des mecs où tu sais ce qu'ils t'apportent. Tous les soirs, ils vont t'apporter ça. De la niaque, de l'énergie. De l'énergie, de la tête au cercle. John Brown, il peut pick and pop en tête de raquette, du rebond. Ils peuvent mourir sur le terrain. C'est ça. Génial. Donc en fait, je disais la raquette, mais je pense en fait, en y réfléchissant et en discutant avec toi, je pense vraiment plus à Motiejunas en fait. Si Motiejunas fait une bonne série, mais en fait, le problème, c'est que si Motiejunas est efficace, qui peut le défendre en face Brahimo, Josh Nebo peut faire un gros taf dessus. Mais le problème, c'est que si tu... Il est sous-taillé, Josh Nebo, par rapport à Motiejunas. Oui, il est sous-taillé. Mais après, mais Motiejunas, c'est un peu, tu vois, on parlait de Mirotic tout à l'heure. Motiejunas, quand tu commences à jouer des coudes et tout, c'est pareil, il est en mode... Là, dans ce cas-là, il a juste à passer au-dessus, tu vois. Je pense qu'un Mousfal est plus problématique pour un Motiejunas qu'un Josh Nebo. Oui, clairement. Là, tu parles d'après, typiquement. Justement. Ouais, c'est bien, belle transition. Donc Monaco pour toi aussi. Ah oui, Monaco et Motiejunas, pour moi, c'est le facteur. Enfin, la raquette de Monaco de manière générale et plus précisément Motiejunas. Parfait. Ce qui nous amène au Final Four, évidemment. Alors, potentiellement, donc, pour les demi-finales de Final Four, du Final Four, Monaco rencontrerait le vainqueur d'Olympiakos Fener. Exactement. Donc on a soit Olympiakos ou Fener contre Monaco ou Maccabi. On est tous les deux d'accord pour dire que ce sera Olympiakos-Monaco, petit rematch des demi-finales. Pour moi, c'est ça. D'accord. Alors à l'instant où on parle, après il peut tout se passer. Hein. Il peut tout se passer. Mais on a tous les deux dit. On se projette un peu. On a tous les deux mis l'Olympiakos et Monaco. C'est ça. Remake du premier tour de l'année dernière et cette année en Final Four. Oui, en demi-finale. Ça, ce serait fou. Et de l'autre côté, on aurait Real ou Partizan contre Barça ou Zalgiris. Alors moi, je vois le Classico. Donc toi, Classico en demi. Moi, je vois un remake de l'année dernière, Classico en demi. Et moi, je verrais plutôt un Barça Partizan du coup. Ce qui serait très très cool aussi. Non, mais là, dans tous les cas, on a un Final Four. Le Final Four ne nous déçoit jamais dans tous les cas, mais là... Mais du coup, quel parcours pour Monaco ? Parce que si tu tombes contre l'Olympiakos, comme on est en train de le prévoir... Là, on fait un peu de science-fiction. Un peu de science-fiction. Mais est-ce que Monaco est capable de se venger, entre guillemets, et de prendre sa revanche sur l'Olympiakos ? Tout dépend de comment je joue contre le Maccabi. Oui, parce que si le Maccabi t'emmène en 5... Sur le papier. Oui, sur le papier, si le Maccabi t'emmène en 5... Et que si Monaco gagne 3-2 par exemple. Oui, ce que je vois. Ce que toi t'as pronostiqué. Tu sors d'un 3-2 contre le Maccabi. Ça veut dire que 3-2, ça veut dire que t'as joué deux fois à Tel Aviv. Ouais.
Et inversement, si Monaco au final fait qu'une bouchée du Maccabi et que de l'autre côté, l'Olympiakos galère contre rame le un peu plus contre le Fener. On est d'accord. En tout cas, alors, si cette série a lieu, faut tous qu'on soit devant la. Enfin, nous, on le sera. Hein, mais là, allumez votre télé, mettez l'équipe, mettez ce que vous voulez. Le remake de l'année dernière, ce sera phénoménal. Sauf que là, Monaco mieux armé. Et là, tu vois, quand on parlait de comment améliorer l'Euroleague, etc. Là, ça peut être un début de rivalité. Là. Pour moi, ça l'est déjà parce que. Oui. Et alors, je rappelle que. Pour moi, sur le papier, Monaco a plus d'armes pour rivaliser avec l'Olympiakos s'ils venaient à se rencontrer en demi. Que quelle autre équipe? Que l'année dernière. Ah, que l'année dernière, oui. ok. Pour moi, ils sont plus armés. John Brown, Jordan Lloyd, pardon, oui. Jordan Lloyd, Elie Okobo. Oui. Voilà, et tout le reste, hein, Jordan Blossom Game, etc. T'es mieux armé que l'année dernière, et en plus, en saison régulière, tu les as sweep 2-0. Oui, t'as raison en disant que Monaco est mieux armé. Toi, tu parles surtout d'un point de vue technique en termes de niveau de jeu individuel sur les joueurs que tu as ramenés. Exactement. Mais du coup, ça en découle aussi une meilleure profondeur par rapport à l'année dernière. C'est ça. Là où, en gros, cette année, Monaco peut avoir une rotation à 10 en play-off. Hein. Oui, bien sûr. Là où l'année dernière, tu étais plus à 7. Ouais. Parce qu'en gros, tu avais ton 5 majeur, Dwayne Bacon Westerman jouait pas de ouf. Westerman jouait pas. Parce que là, en gros, tu as ton 5 majeur. Donc, en gros, au complet, donc du coup, ça fait Mike, Okobo ou Lloyd. Oui, Lloyd. Je confonds à chaque fois avec Lloyd. Okobo ou Lloyd. John Brown, Motiejunas. Ouais. Donta Hall. Blossom Game. John Brown. Ça m'étonnerait. Ouais, je l'ai déjà dit, John Brown. Alpha Diallo. Ça m'étonnerait que. Tu vas me dire, hein, mais ça m'étonnerait que Lloyd et Okobo jouent en même temps sur le terrain. Ça m'étonnerait pas que pour soulager Mike James, ce soit Okobo qui mène pour le coup. Je pense que Elie Okobo va sortir du banc. Non, mais c'est pas ça que je te dis. Ah oui, voilà, c'est que et que tu vas l'avoir sur des séquences avec Jordan Lloyd. Oui, mais ce que j'étais en train de te dire, c'est que ça m'étonnerait que les trois jouent en même temps sur le terrain, par séquence peut-être. Par séquence peut-être. Peut-être en fonction. En tout cas, avec Alpha Diallo, Yak, tu l'envoies sur des missions, tu peux l'envoyer. Hein. Donc, tu as quasiment une rotation play-off à 10 joueurs cette année. Donc, c'est là où vraiment ils ont step up par rapport à l'année dernière. Et du coup, ils ont tout à fait. Enfin, cette année. Mais alors. Monaco est encore meilleur que l'année dernière. Monaco est encore meilleur. Et pour finir dans la science-fiction, dernière question, on voit que les adversaires potentiels de Monaco, et selon ce qu'on a dit, c'est Olympiakos d'une part, puis Real, Barça ou Partizan. On parle quand même de 3-4 grosses équipes Donc ça, ce sera en finale. Très sérieuses. Et en finale, du coup, ma question c'est est-ce que Monaco peut gagner l'Euroleague ? Avec tous les paramètres qu'on connaît actuellement. Donc là, sur la science-fiction qu'on vient de faire, on vient de dire qu'en gros, ils sont censés passer le Maccabi. Bien sûr. Et ils ont les armes pour faire tomber l'Olympiakos. Et s'ils font tomber l'Olympiakos, est-ce que, en fait, avec tous les éléments qu'on connaît, plus les facteurs inconnus, et le facteur inconnu plutôt, pour moi, s'ils arrivent est-ce qu'ils peuvent aller chercher l'Euroleague ? Pour moi, s'ils arrivent en finale, le seul vrai piège qu'ils auraient, c'est le Real. Si le Real sort de son premier tour, gagne sa demi-finale de Final Four et qu'ils arrivent en finale, en termes d'expérience, expérience collective et tout, c'est la seule équipe que je vois vraiment. C'est la seule équipe où je me dis, tu vois, si la finale c'est Monaco-Real, après c'est sur un match, tout peut se passer. Hein, un match sec, évidemment. Un match sec, tout peut se passer. Mais bon, c'est l'équipe qui me fait le plus peur en tout cas. Le Barça, après de toute façon, dans tous les cas, la finale sera d'un niveau. Sera exceptionnel. Mais Barça, pour moi, je les trouve moins sereins cette année. Ils dégagent beaucoup moins de sérénité que l'année dernière. Parce que c'est pareil, hein. L'année dernière, ils se prennent une rouste. Est-ce que c'est pas justement un avantage au final pour eux d'être moins sereins parce qu'ils vont être plus concentrés ? Ouais, mais moi, en fait, parce que je trouve que c'est ce qui leur a porté préjudice contre le Real l'année dernière. Quand je dis moins serein, c'est pas qu'ils se mettent plus la pression, c'est qu'ils dégagent moins de sérénité dans leur jeu. Ok. Et Saras Jassikevicius, on en a parlé. Saras. Oui, mais c'est parce que si les gens ils débarquent, ils font c'est vulgaire quand même.
Donc Sarunas Jasikevičius, 10 Saras. 10 Saras. On l'aime beaucoup en tant que coach, etc. Après, il y en a qui l'aiment moins pour certaines raisons, et ce qui peut se comprendre. Bien sûr. On l'entend très bien. Ça se trouve, ils vont me faire mentir cette année, mais je trouve que quand ils ont quand même du mal à s'imposer vraiment en play-off et à... Je sais pas, je trouve que je les mets en dessous du Real, par exemple, tu vois. Et après, en fait, le Partizan, c'est l'inconnu aussi parce que tout. Enfin, en fait. J'allais y venir. Moi, l'équipe qui me fait peur si Monaco parvient à passer l'Olympiakos, c'est le Partizan. Bah ouais, je comprends. Je comprends. C'est vraiment parce que. C'est que. l'inconnu, en fait, c'est l'inconnu. Parce que tu peux t'attendre à tout. Tu peux t'attendre à tout, ils sont capables de tout, et t'as un coach qui peut, à tout moment, sur un match sec, te dire ah tiens, je vais sortir ça, défense des années 60, là, ils vont rien comprendre, trop bien. Ouais, c'est ça. C'est la défense que j'avais fait avec les minimes à Belgrade en 87, quoi. Exactement. Ouais. Bah voilà, moi si je dois avoir peur d'une équipe pour Monaco, en finale ce serait le Partizan. Mais pour moi c'est plus inconnu. Ça veut dire qu'en gros je sais. Oui. Je sais pas quoi t'attendre. Si le Real arrive, factuellement j'ai plus peur. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Brut, comme ça je me dis. Bah moi je sais à quoi m'attendre du coup avec le Real, donc. Oui, c'est l'inverse. Ça me stresse beaucoup moins. Ok. Toi tu sais plus à quoi t'attendre. Le Partizan ça peut être qui tout double quoi, donc. Oui, mais du coup, dans qui tout double, t'as quand même 50% de chance où tu te dis, bon. Alors que le Real, basiquement, statistiquement, logiquement, t'as factuellement 50% de chance aussi. Mais en je trouve que c'est moins simple. Plus de chances que le Real c'est gagne, moins simple. Bon, cela dit, je pense que dans tous les cas, Monaco, peu importe la match-up, a de très grandes chances de le gagner. Déjà, moi je dis Final Four. Ah oui, parce que déjà ils valideront. Ils vont atteindre le Final Four. Ma question était un peu fictive, science-fiction. Ils vont atteindre le Final Four. Ils vont atteindre le Final Four. Thibaut en larmes dans 3 jours. Séquencer ça. Le même de Jordan. Monaco au Final Four contre l'Olympiakos, rematch des playoffs de l'année dernière. Très bien. Et victoire de Monaco. Et donc Monaco en finale contre on ne sait pas qui. Je m'en fous. Ok, très bien. Bon, on a bien fait le tour du Final Four. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, évidemment. Qu'est-ce que vous voyez comme parcours pour Monaco? Mais c'est bien, un peu de science-fiction comme ça. Ah, mais oui, c'est cool, c'est marrant. Ça change un peu du factuel, j'aime bien. C'est vrai. Bah voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur tous les réseaux Instagram, Twitter, Twitch, TikTok et donc YouTube, évidemment. Mais vous y êtes déjà, donc normalement vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas fait, gare à vous. Attention. Merci encore une fois au RVB Space de nous accueillir et de nous laisser à disposition ces magnifiques locaux. Tout à fait. Et puis prenez soin de vous. Vive Monaco, Monaco Final Four, Monaco champion d'Euroleague. Et qui font ces playoffs. Bisous.